Bonjour YouTube, ici Chartreux, bienvenue sur cette nouvelle upload de l'émission Hors Champ TV sur YouTube. Je fais une courte intro avant de vous laisser avec le rush pour vous remercier de votre soutien. On est de plus en plus nombreux sur les lives et ça fait vraiment plaisir. Je vous invite donc à nous rejoindre sur Twitch, on est plus actifs là-bas et on essaie de vous proposer une émission par semaine le vendredi. Lors de cette émission, on a pu tester du nouveau matériel. On a enfin reçu nos lights qui éclairaient beaucoup mieux le plateau. J'espère que le rendu vous plaît et que ça donnera une meilleure qualité pour l'upload YouTube. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec le rush. Bon visionnage. Voilà, ce live commence sur un... Ouais, sur toi qui tousse. Sur moi qui tousse, exceptionnel. Allez, on se racle la gorge. On est prêt. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue sur Hors Champ TV. Hein. Hors champ, mais tu avais un autre nom. J'avais un autre nom, moi. Oui, tout à l'heure. J'ai dit hors cadre. Oui, hors cadre, oui. Est-ce qu'on commence vraiment sans intro, là on explique la différence? Non, allez, une intro. Une intro. Donc voilà, ici votre présentateur Chartreux et spécialiste des émissions courtes. Voilà, je suis avec mon ami Panda. Oui, bonjour à expert tous. Big Brain, on l'appelle comme on veut. Et à l'instant, alors que le live vient de commencer, wow. On a notre invité qui arrive. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Nickel. Nickel. Et bien sûr, Romain qui va assurer la régie tout seul. Germain, pardon. Excusez-nous. De mon petit surnom qui a été choisi entre-temps. Enchanté, réenchanté et de nouveau enchanté. Voilà. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il s'occupera de la régie et d'une voix off pour nous donner des informations en cas... Si nécessaire. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à réagir sur le chat, il est là pour ça. Et à nous donner votre avis, un éventuel partage de quelque chose, n'importe quoi. Et donc voici Célestine. Églantine. Je confonds toujours. Mais c'est pas grave. Donc ici nous avons Églantine. Bon voilà, tu vas bien? Ça va? Oui, très bien. La journée de travail se termine. Églantine travaille chez Action Média Jeune. Voilà. On l'a déjà expliqué plusieurs fois dans cette émission ce que c'est. Hein, voilà, on a Angèle qui dit enchantée. Hein. Voilà. Eh ben enchanté, vous allez finir par découvrir toute l'équipe, je pense, au fur et à mesure des lives d'Hors-Champ. C'est toi, Bobby, ou non? Non, c'est pas moi, c'est Bobby ne travaille pas ici. Bobby non, ne sérieux? travaille plus ici. Je sais pas. Je pensais que c'était une complice. Non, mais Églantine, du coup, est... Je peux me présenter, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Je suis une des chargées de projet animatrice chez Action Média Jeune. Et donc, je réalise différentes animations sur les différents médias. Et si je suis ici ce soir pour discuter du sujet avec vous, c'est parce qu'on prépare une animation en particulier sur l'empreinte écologique du numérique. Qu'on donnera en février. On n'a même pas encore présenté le thème. Mais on peut rebondir pour présenter sur les réseaux. Hein. Alors, le thème de l'émission du jour, alors on l'avait grossièrement appelé database et bande passante à quel prix? Voilà. Ou le poids du like. Le poids du like. Aussi, voilà. C'est donc un petit peu tout le côté... tout ce qu'il y a comme infrastructure, tout ce qu'il y a de physique et le trajet que parcourt une donnée quand vous envoyez un like par exemple. De tout ce qui est autour on va tourner à force autour de l'écologie et de l'empreinte écologique. Mais aussi un petit peu du côté de ce qu'il y a d'économique aussi. Oui, il va y avoir aussi du social dedans. Voilà, donc, parce que Internet ça ne coûte rien, c'est pas gratuit. Pour personne d'ailleurs, surtout pas pour les grosses entreprises qui sont derrière, ça leur coûte un bras, voilà, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On va donc parler de data center. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça se construit, où c'est fabriqué, de bande passante aussi, ou de fibre optique. Donc en gros, c'est tout le trajet. Moi, j'aime bien cette image qui dit que c'est l'autoroute de la donnée. Oui, voilà. C'est la highway to data center. C'est une demi-seconde, on le verra, mais voilà. C'est le principe, c'est d'être en moins d'une demi-seconde pour faire circuler. C'est très rapide, mais il y a quand même un trajet, faut pas l'oublier. Et bon, pour le plan de l'émission, alors on va un petit peu parler d'abord de la production de tous ces matériaux. Des matériaux qui sont nécessaires du coup pour la construction des centres, etc. On va quand même rapidement rappeler aussi comment fonctionne
un data center, data tout center, ça, voilà, où ça se trouve, etc. Puis ensuite, on va un petit peu parler du trajet que font vos données, par quelles étapes elles passent avant d'arriver chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Et ensuite, on va un petit peu débattre avec un sujet un peu plus léger sur tout ce qui est les problèmes de tout ça, le côté écologique bien sûr, mais aussi les inégalités que ça engendre. Je sais pas si c'est beaucoup plus léger du coup. Non, mais léger en termes d'interaction entre nous. Oui, c'est vrai que le mot était peut-être mal choisi. Je m'excuse. Il va y avoir une partie, on va dire, savoir, et l'autre un peu plus ce que nous on en pense. Et il y a Romain Germain. Germain qui l'a écrit avec Orchant TV. Avez-vous remarqué la nouveauté de ce live ? On est très fiers de vous présenter les lights, les amis. Enfin, on a une bonne luminosité sur le plateau, on a chipoté, et surtout mon ami Panda et surtout Germain en régie. Ils ont chipoté, ils vont chercher. Panda, t'es venu hier ou mercredi ? Hier. Ouais, c'est ça. Venu hier, j'ai testé les lights, qu'est-ce que ça rendait sur les caméras. Bref, on espère que vous aimez le résultat. Voilà. Nous, en tout cas, ça nous convient et ça fera plutôt l'affaire. Oui, On va pouvoir avoir des uploads aussi sur YouTube qui seront de meilleure qualité. Bref, cela étant dit, on peut commencer ? Oui, Ouais, tu es le maître, je te rappelle. Oui. Alors, donc, on va parler un peu d'abord de production. Voilà. De production. Ah non, avant ça, peut-être définir ce que c'est qu'un data center. Et Oui, tout ça. on va définir. Donc, je te laisse. Un data center, on est parti. Mais en gros, le data center, c'est un centre de serveurs, donc des boîtes, comme un gros ordinateur, si vous voulez, à l'ancienne, plein de machines, il n'y a pas nécessairement d'écran, qui, elles, permettent de stocker des données et de surtout les recevoir et les renvoyer à tout le monde. Ouais. On va partir du principe d'un like. Ouais. Donc, je suis sur les réseaux, voilà que je tombe sur un post qui me plaît beaucoup. Je le like. Par exemple. Et bien, du coup, ce like va être envoyé de mon GSM jusqu'à ma box Wi-Fi. Jusque-là, c'est par onde Wi-Fi, du coup. Ouais. C'est des ondes. Ensuite, de cette box va partir, du coup, l'information de mon like. Et la box, elle va émettre non pas un courant électrique, comme beaucoup pourraient le penser, mais un courant lumineux. Ah ouais. Donc là, c'est soit une onde, soit ça passe directement en câble. Et à partir de ce moment-là, si c'est en câble, ça va être tout le long du câble de la fibre optique. Et là, c'est Donc, très rapide. Hein, Oui, c'est un câble de verre qui transmet les ondes lumineuses. Donc c'est pas de l'impulsion électrique, c'est vraiment un flash de photons qui sont envoyés très rapidement dans un câble. Et donc là, de ce câble, on va arriver du coup à une box, un compteur, comme ça s'appelle comme ça. Alors pour ceux qui avaient vu l'histoire avec les compteurs Linky de la 5G pendant le Covid, c'est ça un compteur Linky, ça permet de recevoir les données de tout un quartier, des Wi-Fi qui sont envoyés directement. C'est ça, donc c'est tous les Wi-Fi qui envoient à ce compteur, quoi. À ce compteur. D'un quartier de. Dans nos quartiers, moi Proximus, je sais, j'ai déjà vu les réparateurs venir le réparer. Ouais, c'est ça, il est pas loin, quoi. Il est pas loin. Puis après ce compteur, il est envoyé normalement dans un centre régional. Ouais, on commence à voir. Ça, c'est le premier data center. C'est le premier data center. Donc c'est un premier endroit où il y a beaucoup d'ordis qui reçoivent l'information et qui se disent, ok, cette information, elle doit. Donc mon like que j'ai mis en libre accès sur Instagram par exemple, sur un post, doit être vu par tout le monde. Et donc il est enregistré par ce data center comme quoi il a reçu une information. Donc déjà elle va envoyer ça dans sa mémoire, donc dans des disques durs qui retiennent ce qui s'est passé sur une journée à un tel instant. Et donc il va dire, ok, moi j'ai reçu ça à telle heure, mais maintenant je le renvoie au data center qui est plus gros que moi. Pour ensuite, du coup, ça va faire un chemin de data center en data center qui sont de plus en plus gros pour arriver au plus gros data center qui est au summum et qui lui va stocker du coup toute la mémoire et va renvoyer à tous les autres data centers de par le monde et dire ok, là il y a eu un like pour ce post, là maintenant il faut que tout le monde puisse le voir. Oui, c'est ça, donc c'est gigantesque, hein. Vous imaginez si tous les utilisateurs d'Instagram doivent pouvoir potentiellement voir chaque like, ça fait un espace de stockage qui est colossal en fait. Oui, pour le groupe Facebook par exemple, on a un data center à Bruxelles, il y a le tout grand donc du pays, il y a celui ici, il y en a un plus petit régional à Namur, et après celui de Bruxelles. Alors si on est dans un pays de l'Est par exemple, ou un pays qui est plus reculé niveau connexion internet, il y a très souvent un data center sous-continental ou continental. Mais ici en Europe on n'en a pas, et du coup une fois arrivé à Bruxelles, il part directement par un énorme câble
jusqu'en Suède, dans le nord, où il y a un grand data center qui reçoit tout. Et c'est du coup un immense câble qu'on ne se rend pas compte, mais qui a été créé, du coup, qui part du centre de l'Europe et qui traverse du coup la mer Baltique et qui rejoint la Suède. Oui, c'est ça, donc c'est des câbles qui sont aussi sous-marins. Hein. C'est des câbles immenses. Alors, il y a... En fait, la fibre de verre, elle est vraiment toute petite. C'est vraiment un truc tout fin, mais pour la protection, le truc est quand même énorme. C'est un énorme câble pour être sûr que le truc soit bien protégé. Il y a plusieurs couches autour. Si je peux me permettre, des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Quand on parle des câbles sous-marins, on parle de plus de 400 câbles différents dans le monde pour toutes ces connexions. Et en fait, on parle d'une distance de plus d'1 milliard kilomètres de câbles. 1 milliard. Et donc en fait, on est sur 3 fois le trajet entre la Terre et la Lune. Donc on est sur... c'est ce genre d'image qui nous permet de nous rendre compte qu'on est sur des échelles qui sont complètement folles. Par rapport à la petite taille de la Terre, déjà. Oui, voilà. Et donc c'est cette matérialité du web que tu viens d'expliquer avec tout le trajet. Je vais te laisser terminer ton trajet puisque tu n'as pas terminé. Mais c'est quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte. Parce qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui était virtuel, on parle de cloud, de nuages, de choses qui sont immatérielles. Et en fait, c'est pas vrai. Pour que Internet fonctionne, on a besoin du matériel. C'est impossible sans ça. Bah oui, clairement. Et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. C'est pour rappeler que tout a un coût, y compris Internet et y compris les petites recherches, les petits likes que vous et nous, j'ai pas envie de vous accuser, hein, mais que tout le monde faisons. C'est simplement... c'est un peu un abus de langage en fait, ce côté... mais cloud, c'est particulier. Hein. Même pour dire... nuage, enfin c'est... Alors en fait, c'est marrant parce que du coup, on pense souvent que l'Internet passe par le ciel, par les satellites, etc. Et en fait, c'est vrai, mais seulement pour 1% de la circulation de données d'Internet. J'allais venir juste après aussi pour tout ce qui est ondes, parce que pour expliquer où interviennent les satellites. Mais pour revenir aussi sur les câbles, la fosse des Mariannes, du coup, qui est l'endroit le plus profond de la Terre dans les océans, et les Japonais se sont dit qu'ils allaient faire passer un câble par là. Ah, ok. Jusqu'aux îles Marshall, on fait un câble dans la fosse. Pas besoin de tout le monde contourne, mais eux on passe dedans. Du coup, ils ont dû faire plonger un câble tout en bas, puis remonter, puis repartir. Donc l'homme n'a jamais mis les pieds au fond, mais les câbles aussi. Voilà, bravo à tous. Non, mais ils ont mis les pieds au fond. Oui, bon, ça va. Enfin bref. Du coup, ma punchline, s'il te plaît. Oui, mais c'est pas. Enfin bref. Du coup, voilà. Donc pour en venir au data center, c'est des données. Donc à chaque fois qu'un data center reçoit quelque chose et même s'il doit l'envoyer et que c'est pas lui qui doit s'en charger, il doit quand même retenir qu'il a reçu la donnée à un moment. Et donc tout ça, c'est de la mémoire. Et il doit le retenir sur un long terme. Je pense que Facebook, ils ont depuis leur création près de 80% de les données qu'ils avaient à la base, ils les ont gardées. Il y a que 20% ça supprime petit à petit. Ouais, mais ils gardent un nombre phénoménal de données aussi parce que c'est leur gagne-pain, les données aussi. C'est aussi les données, oui. Enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le sujet, mais enfin voilà. Et donc il faut en plus pour des ressources et du coup de l'énergie pour tous ces data centers. Il faut beaucoup d'énergie. Il y en a un c'était en Namibie qui a besoin d'une centrale électrique à côté de lui. Et la centrale électrique paraît toute petite à côté du data center, pour dire. Et donc c'est au milieu du désert. Donc et alors, on en aura l'occasion de reparler aussi de cet impact écologique. Ils sont très, très souvent au nord pour des raisons du froid, parce qu'un ordinateur ça chauffe et si ça chauffe trop ça pète. Et donc, mais il y en a parfois en fait. Quand tu n'as pas de capacité d'envoyer un data center dans le froid, tu le mets dans ton désert si tu es un pays désertique. Et donc dans ce cas-ci, c'est vraiment des endroits qui consomment énormément, qui sont aussi très protégés. Donc au niveau du coût de protection et des sécurités, c'est des sécurités qui consomment aussi en énergie, etc. Et pour que tout ça, au final, tout remonte à un seul gros data qui va tout redispatcher pour la Terre entière. Et alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas par satellite ? Simple raison, c'est parce que depuis seulement très peu, les satellites commencent à se démocratiser, deviennent abordables niveau prix pour des entreprises privées aussi. Oui, on l'a vu avec Musk et d'autres. Et Bezos, etc. Commencent à proposer des satellites qui deviennent abordables. Mais le problème, c'est qu'ils demandent, quand on emprunte un satellite, quand on loue un satellite, il y a souvent des conséquences, il y a plein de clauses, etc. Du coup, ça reste encore quelque chose d'assez fermé. Deuxièmement, les satellites, par rapport à un câble,
câble qui pourrait passer n'importe où on aurait juste mettre une petite antenne à côté du câble, le satellite, parfois, son onde, elle se perd dans l'atmosphère. Et donc, ici, ce que veut, pour reprendre le cas d'Elon Musk, c'est avoir une 4G d'enfer dans le Sahara et sur l'Himalaya. C'est pour ça qu'il envoie des tas de satellites. Parce qu'avant ça, dans le Sahara, si on met pas un câble avec une antenne sur le côté, il n'y a aucune énergie qui ne peut... il n'y a aucune onde qui n'arrive dans le Sahara sans se perdre et personne ne serait capté. Donc ça, c'est pour tout ce qui est niveau onde. Et donc du coup, c'est pour ça que ça représente très très peu niveau satellite. Et même que dans certains cas, quand on est en satellite et que par exemple je suis perdu en France, en campagne, je sais qu'il y a j'arrive plus à parler. un vendeur de Wi-Fi en France qui lui propose de la fibre jusqu'en campagne. Et quand lui il entend fibre, c'est en gros, il y a un satellite qui envoie une onde 4G, on va dire à Paris. Il y a une antenne qui le capte et qui envoie tout par câble. Ah ouais. Du coup, en fait, c'est pas vraiment une onde par satellite. Ouais, du coup, c'est toujours par câble de fibre. Et dernier point, si on utilise de la fibre, avant c'était l'ADSL qui du coup était fait par câble. Ça, c'est l'ancêtre de la fibre optique. Qui est beaucoup plus lente parce que du coup c'est par câble. Donc la différence c'est qu'en fibre optique c'est de la lumière. Et la lumière, ça avance très très vite. Hein, c'est la plus haute vitesse enregistrée par... c'est pas Core, c'est comment... Romain, tu sais comment encore on dit comment on appelle la vitesse de la lumière? On dit que c'est le plus... Enfin, c'est le plus rapide en gros. C'est le plus rapide en tout cas. C'est plus rapide qu'une onde, etc. Et du coup... J'envoie vite un message à Monsieur Gallet pour vérifier. Non, c'est... du coup, ça c'est pour la lumière. Et dans l'autre cas, du coup, c'était la DSL, c'est par câble électrique. Donc des câbles de cuivre. Et là, du coup, l'électricité avance, vu qu'elle, c'est des impulsions électriques, avance beaucoup plus lentement que la lumière. Et deuxièmement, un câble électrique qui se dilate. Du coup, ça fait encore plus ramer dans les pays chauds. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la fibre. À terme, la fibre qui est une crasse, on va le voir. Bon, sur ce très belle transition, t'as quelque chose à rajouter, Églantine? Mais justement, peut-être une question, mais on en débattra à mon avis après, c'est a-t-on vraiment besoin d'un Internet plus rapide? Ouais, question en suspens, n'hésitez pas à y répondre dans le chat aussi si vous avez déjà des pistes, des idées, quelque chose. J'ai peut-être pas précisé, mais c'est une bonne question. La fibre optique, c'est moins de 0,5 secondes la traversée de la fibre optique. Et dans les câbles, c'est ultra rapide. Là où ça prend du temps, c'est dans les serveurs. Et encore. Et alors une mini précision par rapport aux satellites, d'un point de vue environnemental, c'est pas forcément non, bien sûr, ça prend aussi des minéraux. Mais justement les minéraux, on va en parler. Voilà. On y vient. Alors on va commencer par parler des terres rares. On dit minéraux, mais c'est le terme exact pour beaucoup d'entre elles, c'est les terres rares, les métaux rares. Oui. On va parler de plusieurs d'entre eux qui sont utiles, même indispensable pour les constructions d'infrastructures. Première chose, c'est donc le cobalt. Ici. Le cobalt qui est utile pour les batteries, c'est ça? Oui. Non oui. Alors donc les batteries, pour vous faire vite, on en a besoin de partout. Hein. Il y en a là-dedans, il y en a là-dedans, je sais pas. Je sais pas. Non, mais tu as partout. Tu as un transformateur énergétique qui contient du cobalt. Oui, donc il y a du cobalt partout. Et il y en a aussi forcément dans ces data centers parce qu'il faut des batteries pour les faire tourner, tout simplement, et aussi pour plein d'autres choses. Je propose même qu'en fait Romain monte un des graphiques que celui que je lui ai donné. On a tout de suite arrêté de l'appeler Germain. Hein. On verra bien. Donne-lui un surnom le chat. Attendez, parce que là on vous entend une fois. Mais ils sont deux. Ah, bon. Black screen. 2 secondes. Romain. 2 secondes, je dois aller rechercher l'image parce que. On peut combler en attendant que je trouve. Mais je peux mettre le graphique. Voilà. Bon. Voilà, donc c'est le graphique qu'on m'a donné. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Mais alors je saurais pas mettre le deuxième. De spoiler. Enlève-moi ce graphique. Allez, Oust le graphique. Vous n'avez rien vu. 5 personnes d'un coup. Hein. Oui. Ah, c'est le graphique qui a fait venir les gens. Mince alors. Remets le graphique. Ok. Donc on en était. Oh là là, ça divague ici. C'est vendredi soir, hein, c'est n'importe quoi. Oui. Mais on en était du coup au cobalt. Oui. Donc le cobalt est utile pour les batteries principalement. Oui. Et je propose même qu'on fasse un mini cours de chimie.
Un mini cours de peut-être chimie. être largué à côté, mais Et moi aussi, hein. Moi aussi. Hein. je vais vite faire un cours de chimie. En J'étais gros, pas mauvaise en sciences. Donc. il y a 5 grands minéraux qui sont du coup extraits. Il va nous parler de la problématique qui tourne autour juste après. Mais en gros, pour les batteries et même pour les panneaux solaires qui sont utiles aux satellites, pour le câblage, pour les serveurs, etc., il faut des minéraux conducteurs qui donnent de l'énergie et qui en prennent. En gros, on va partir du principe, imaginez une pile. Dans cette pile, il y a 2 métaux. Ouais. Il y a cobalt d'un côté et de l'autre, il y a un autre métal qui s'appelle le l'ion de cuivre. L'ion de cuivre, c'est juste du cuivre qu'on a fait fondre dans de l'acide. Et c'est même trouvable parfois naturellement. Par exemple, en Chine, il y a d'énormes quantités de l'ion de cuivre. Et de l'autre côté, il y a le cobalt, qui est très indispensable. Ça me rappelle des cours de sciences de l'année passée. Tiens. Et qui, le cobalt se trouve en RDC, donc République démocratique du Congo. Oui, à 95%. Oui. Voilà. Et du coup, Je tiens quand même à rajouter une petite anecdote. Quand Chartreux disait ça me rappelle les cours, on a eu un cours supplémentaire sur cette matière-ci tout à l'heure. Du coup, merci Monsieur Gallet, petite dédicace. Voilà, je vous laisse. Il est pas là, hein, mais voilà. Il pourrait être dans le chat. pourrait être dans le chat. Ce serait très comique. C'est très comique. Tu sais quoi? On lui en a parlé tout à l'heure et il avait l'air très enchanté en tout cas. Oui. On espère qu'il nous rejoindra du coup. Oui. Donc, mais du coup, je cours disais, de chimie. Cours de chimie. du coup, On se concentre. Ces 2 métaux, il faut imaginer. Alors là, ça va peut-être moins parler à certaines personnes du chat, mais il faut imaginer qu'il y a un métal. En gros, il se sépare d'une partie de son énergie. En gros, tout corps est constitué d'énergie, pour la faire très courte. Ça, toi, moi, tout. Et du coup, il retire son énergie dite négative et il l'envoie vers. Donc ça, c'est pour le cobalt. Il envoie, lui, naturellement, il dégage de l'énergie négative. Et l'ion de cuivre, lui, il aime bien prendre de l'énergie négative qui vient d'ailleurs. Et donc, du coup, il faut imaginer notre petit plus et notre petit moins sur une pile. Ouais. Le moins, du coup, ça va être le cobalt qui va envoyer d'un côté. Il est poussé à envoyer que d'un seul côté son énergie négative. Et alors, du coup, une fois qu'on a mis une pile dans un appareil, tout le circuit électrique permet ça me revient. du coup de ramener du cobalt, l'énergie négative qui dégage va passer par les circuits et va aller jusqu'à l'ion de cuivre. Donc ça, c'est pour tout ce qui est. On peut faire la même avec du silicium à la place du cobalt. Oui, c'est ça. Donc c'est un truc qui est cyclique et qui produit de l'énergie. Et qui produit de l'énergie. Okay. Et puis dès que l'ion de cuivre a pris tout ce qu'il pouvait manger entre guillemets au niveau. La pile est morte. La pile est morte parce qu'il n'a plus à manger d'énergie négative. Et donc c'est pour ça que et les batteries, c'est le même principe. Et ici, il faut d'énormes quantités pour pouvoir faire passer pour faire passer du coup des gros courants électriques d'énergie négative et que ça devienne de la véritable électricité par câble de fer. Et ces câbles sont très souvent constitués par un métal qui doit être du coup neutre, qui ne prennent pas et qui ne donnent pas d'énergie en plus. Et donc là, très souvent, on va avoir de l'or, du platine, de l'argent, qui sont du coup des métaux rares, ça parle pour tout le monde. Et c'est des métaux qui ne prennent rien et qui, eux, sont très conducteurs. Du coup, ils permettent de faire le change entre les 2 minéraux. Ouais, petit moment de chat. Bonsoir Drag, qui est prime à la chaîne apparemment. Waouh. Ben merci à toi. Je le connais pas, non, vraiment pas, c'est pas moi qui lui ai demandé. Quoi? Et on a Angèle qui apparemment connaît Monsieur Gallet, hein, voilà. Ouais, je sais pas comment il faut le prendre. Bref, donc on parlait du cobalt. Oui, donc en gros, ce qu'il faut retenir hein, globalement. Et du coup, il faut cobalt. juste ici, ça va permettre de faire une transition. L'ion de cuivre et on en trouve en Chine, c'est extrait en Chine. Et cobalt RDC, et en RDC du coup qui on trouve les Chinois pour faire des batteries. Ouais, ça aussi on va en reparler dans les inégalités, etc. Donc en gros, c'est produit quasiment que là-bas, que en République démocratique du Congo. Hauteur de combien de tonnes tu avais noté? Oui, j'ai noté 95 000 tonnes par an. Et le deuxième, la Russie. Les Russes ils sont toujours pas loin de toute façon. 6300 tonnes par an. Ils ont un grand territoire, ça aide à avoir beaucoup de choses. Ouais. Oui. Donc on voit allez, qu'est-ce que j'allais dire moi? Je sais plus. En fait, il en faut pas beaucoup de ces métaux par appareil. C'est des trucs qui font en petite quantité. Pour faire une grosse batterie, il faut quand même beaucoup de cobalt. Ouais.
Oui. Mais tu vois que 95 000 tonnes, c'est pas comme une matière première type du charbon ou du n'importe quoi. Justement, si je me permets là-dessus, c'est pas tant la quantité par appareil qui va jouer que le nombre d'appareils. Ouais. Donc pour bien se rendre compte, nous on avait un chiffre par exemple pour les smartphones, puisque ça rentre aussi dans la fabrication des smartphones. Oui, clairement. En 2021, c'est 1,4 milliard de smartphones vendus dans le monde. Et donc en fait, même si c'est une quantité infime, même si on parle de quelques grammes ou milligrammes, c'est fois 1,4 milliard. Ouais. Et c'est ça qui donne tous ces chiffres, absolument. La surexploitation du minerai, en fait. Et ça, fois les nombres de câbles, le nombre de data centers, c'est la multiplication et le nombre d'utilisateurs et le nombre de données qui rend les chiffres complètement astronomiques. Oui, c'est ça. Et aussi le nombre de matériaux qu'il faut, le nombre de terres rares. Parce qu'il n'y a pas que le cobalt, il n'y a pas que ceux qu'on va vous parler, il y en a plein, quoi. En fait, de nouveau, si on prend le smartphone, qui est quand même l'objet qu'on a quasiment tous et toutes dans la poche. En tout cas en Occident. En tout cas en Occident, oui, clairement. Il faut 70 matériaux différents pour construire pour fabriquer un smartphone. Et dans ces 70 matériaux, il y a 50 métaux. Ouais, 50 métaux rares. Dans des quantités qui sont parfois infimes, mais c'est de nouveau, 50 différents quand même. 50 différents fois 1,4 milliard, blablabla. C'est au niveau des GSM, exactement. donc imaginez-vous juste pour un GSM, et maintenant imaginez-vous du coup pour un data center. C'est énorme. C'est des infrastructures qui sont terragigatissimes. Faut imaginer qu'un mots. data center, c'est un immense GSM, une immense tablette, un immense ordinateur, ce que vous voulez, mais c'est un gros truc qui reprend plein de codes qu'on retrouve dans l'ordinateur, dans les GSM, etc. Mais c'est juste en beaucoup plus gros. Et la batterie ici, c'est pas une batterie qui va donner de l'énergie comme les piles, c'est vraiment une batterie qui va juste permettre d'accumuler de l'énergie et de pouvoir la renvoyer. Donc c'est une batterie rechargeable en gros. Et donc celle-ci, elle va être faite avec des centrales électriques nucléaires. Je pense en Suède, pour reprendre Facebook, ils ont un barrage hydroélectrique à côté d'eux pour pouvoir alimenter. Et en plus de ça, admettons que maintenant, il n'y a plus d'électricité qui vient. Je vous vois sur le chat, j'attends que... Il y a un système de secours pour produire l'énergie qui est le pétrole. Ouais. Du coup, le système de secours est fait à l'essence. Et du coup, ça, c'est les générateurs, c'est des générateurs à l'essence en cas où il n'y a plus d'électricité qui arrive à venir d'un seul coup. Alors, point de chat. Donc, on a un bonjour de Benlal, ok. Et qui s'excuse après pour avoir placé un message parce qu'il se dit que ça doit prendre de la place sur un serveur, c'est très juste. Mais bon. Et qui nous dit 98% des 15-25 ans ont un smartphone en Belgique selon les chiffres du Roi Baudouin en 2021, de la Fondation Roi Baudouin en 2021. Ensuite, on a Drag qui revient, qui nous dit avec 30 métaux précieux selon lui. Sur les 50, ils ne sont pas tous précieux, ouais, c'est ça. Effectivement. Donc en tout cas 30, voilà, merci pour ça. Et il y a Angèle qui nous dit sur le cobalt, il y a une vraie problématique sur les droits humains. Il me semble que l'extraction n'est pas très correcte. On allait en venir. Ne t'inquiète pas, Angèle, on y vient. Mais vous êtes très vif et vive sur le chat. Ça fait plaisir. C'est super. Continuez comme ça. Donc ici, ça c'était pour le point des batteries. Ouais. Point des batteries. Alors ensuite, le silicium globalement c'est un autre truc pour les batteries. C'est une alternative au cobalt parce qu'en fait le cobalt, son utilité c'est qu'il est peu cher à l'extraction. Et parce qu'il est en République démocratique du Congo aussi. Et aussi il donne. On va y venir, Angèle. T'inquiète pas. Et voilà. il est aussi il donne assez bien du coup de l'énergie négative comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des électrons. Alors que le silicium il est plus cher à extraire. On en trouve en Chine. D'ailleurs oui, il y en a beaucoup moins qui est extrait par an. Mais le plus gros producteur c'est la Chine. Ouais, mais par contre, voilà. c'est celui qui donne le plus d'électrons, qui donc drop le plus d'énergie négative. Donc le silicium est très utile. Et deuxième point, vu qu'ici on est sur des batteries pas comme une pile qui doivent donner l'énergie en constance, mais plutôt qui doivent se recharger en énergie et puis après la donner. Et ben ici le silicium il va permettre de capter l'énergie, de la donner au cobalt. Puis le cobalt va jouer son rôle avec l'ion de cuivre. Oui. Donc voilà, le silicium, c'est 6000 tonnes par an pour la Chine. Et derrière, on a toujours la Russie. Hein, ils sont toujours deuxième. Avec 350 tonnes par an. Voilà. 350. Donc c'est aussi de nouveau un énorme monopole pour un pays. Ça aussi, c'est un problème, on va en parler. Ça pose des problèmes de souveraineté énergétique et de souveraineté à ce niveau-là aussi.
Voilà, on tease. Et ensuite, il y a le lithium. Ça aussi, c'est pour les batteries. On en entend beaucoup parler. Les batteries au lithium, pour les trucs, pour les voitures Tesla et tout ça. Là, lui, il est vraiment... Enfin, il a le même effet presque que le silicium, sauf en un peu... Pas moins bien, mais un peu moins. D'ailleurs, il y a une usine, non, même pas une usine, une mine de lithium qui a ouvert en France ou qui va ouvrir bientôt. Ah, j'ai vu cette info passer il y a quelques semaines. C'est genre la deuxième usine ou mine de c'est pas des infos sûres, hein, donc prenez pas ça au pied de la lettre, mais je pense que c'est genre la deuxième mine en Europe. Et peut-être aussi la deuxième plus grande ou un truc comme ça. Donc à mon avis, ça va être une carrière parce qu'en fait carrière mine dans les France, Belgique, les mines, c'est quelque chose qui a été carrière alors. Donc c'est carrière. Oui, c'est vrai que Dragla me dit une mine en France. Oui, c'est peut-être une carrière, je me suis mal exprimé. Ou une mine à ciel ouvert. Oui. Non, c'est possible. Enfin voilà, je pense quelqu'un peut aller vérifier, Romain peut-être dans le chat, quelqu'un à l'aide. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on me demande ? Rechercher s'il y a bien une mine de lithium qui va ouvrir, une mine à ciel ouvert ou une carrière de lithium qui va ouvrir en France. Ouais. Mais sinon. Effectivement, c'est une carrière à ciel ouvert, me dit Drag. Sinon, ça serait un gros rétropédalage. Oui, voilà. Effectivement. Alors, j'ai une nouvelle. Oui. La découverte, mais je suis pas sûr, hein, ça vient de Wikipédia. La découverte de la salle est une mine à ciel ouvert située à Decazeville dans l'Aveyron en France. Exact, je pense que c'est ça. On y exploitait la houille. La mine a été fondée en 1892, exploitée jusqu'en 2001. Le chevalement de puits central de la mine est toujours présent aujourd'hui. C'est pas ça que je parle, ça. Non, je sais pas. Non, je parlais d'une carrière de lithium. Mine à ciel ouvert de lithium qui allait ouvrir bientôt. Bref, on divague. De nouveau, c'est peut-être faux. Partie du principe que c'est faux, allez vérifier. Voilà. Je pense que c'est le mieux. Ensuite, donc on a les... Oui, Romain. J'ai selon TF1 Info, future première mine de lithium. Où trouve-t-on cet or blanc en France ? Ce projet exemplaire sur le plan environnemental et climatique réduira drastiquement nos besoins d'importation de lithium. Bruno Le Maire a salué ce lundi l'annonce du projet d'Imerys concernant la mise en exploitation minière à venir d'un gisement de lithium en France. Ah, voilà. Ce complexe va être construit dans l'Allier à Échassières d'ici 2027. Très bien. Voilà. Du coup, voilà. Donc c'est bon. Alors quand il y a Ben Lal qui nous dit aussi, allez, je tease. Quand on discutera solution plutôt que 5G, on n'opterait pas pour le 5R. Refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre. Oh, c'est beau ce message. Oui. C'est très intéressant. Je cautionne. Aussi, clairement. Donc, on en a fini avec les matières premières, un petit peu les grosses. Oui, la fibre de verre, bien sûr. La fibre de verre. Ça, c'est Panda qui va nous faire son speech là. Le gros, du coup, l'envoi de ces données est fait par câble de fibre de verre. On vous a expliqué le trajet tout à l'heure. Très rapide. Ils étaient vraiment pas tous là. Il y en avait que deux tout à l'heure quand j'ai expliqué ça. Il y en avait que deux. Mais du coup, juste pour refaire, en gros, les données à Internet sont envoyées par des câbles qui ne sont pas des câbles avec une impulsion électrique, qui sont des câbles avec une impulsion lumineuse. Donc ça va très rapidement, parce que vous connaissez la vitesse de la lumière. Et du coup, ces câbles-là sont 300 000 km par seconde. Sont construits avec de la fibre de verre qui est, elle, produite par... en gros, on fait chauffer un sable, mais pas le sable qu'on trouve à la mer ou dans un désert. Ouais. C'est un sable qui doit être sulfureux, qu'on peut trouver parfois. Donc qui contient du soufre. Oui, qu'on trouve parfois autour de certains puits de pétrole. Parfois, il faut même d'autres gaz. Et du coup, en gros, il est chauffé très fort, il est rebrassé dans son moule et dans son four plusieurs fois jusqu'à obtenir la fibre de verre qui est vraiment un processus très long à produire. Et de la fibre de verre, on peut en trouver dans certaines isolations de maisons. Avec la laine de roche. Ouais. On peut la retrouver parfois sur certains compteurs pour éviter que les compteurs ne s'abîment en protection par-dessus le plastique. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà vu un compteur qui luit légèrement, un brillant transparent comme ça. Et ben c'est parce qu'il y a de la fibre de verre dessus. Et sinon, ça sert à faire ces fameux câbles pour transmettre des ondes lumineuses. Alors, ces ondes, elles décodent en gros, par exemple, un like. C'est pas vraiment du morse, mais ça s'apparente. Donc, c'est une impulsion en fonction de sa taille, sa grosseur et de comment elle arrive à... en gros, l'ordinateur va décoder cette impulsion et va du coup déterminer
qu'est-ce que ça signifie au niveau d'Internet. Ouais. Et donc, En quoi ça pollue Enfin, ça pollue beaucoup. ça pollue parce qu'il faut la chauffer, cette fameuse fibre de verre. Il faut du coup la mouler, la faire... la faire pendant plusieurs jours, plusieurs heures même. Et c'est une fibre qui va devoir tenir très longtemps dans son câble parce qu'en fait, j'ai oublié de le préciser, mais les data centers tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, forcément. Fatalement. Du coup, eux, ils consomment tout le temps et donc les câbles doivent tenir tout le temps et ils ne doivent pas péter. Et, c'est pour ça qu'il y a des backups. Oui, aussi. Une des raisons qui explique qu'il y a autant de matériaux, c'est que dans les data centers, tout est en double ou en triple. Oui, fatalement. Alors fatalement, puisque l'être humain veut avoir accès à ces données 24 heures sur 24 et ne veut pas les perdre. Et donc c'est aussi parce qu'on exige ça de nos services internet qu'ils ont backupé 2 ou 3 fois. Non, mais l'enfer. Et en même temps, c'est normal de faire ça, mais... Oh là. Et pour revenir sur le fait qu'on utilise aussi moins les satellites, du coup, c'est comme ça, il y a une backup aussi des données satellites qui se font dans un centre quelque part où le satellite envoie des données. Donc il y a aussi un centre pour les satellites, ce qui fait qu'on utilise moins parce qu'en fait, au final, en fait, le satellite se rapproche très fort quand même de nos data centers. Donc il est une alternative sur certains endroits pour les ondes, mais les endroits où on habite en ville, quoi. Donc, alors j'ai un petit message dans le chat. Faites gaffe, tenez-vous à carreau. Un modérateur est là dans le chat. Salut Vivi. C'est du coup. Enfin, c'est Vivi quoi. Oui, c'est. Ensuite, et on a Benlal qui a remarqué notre setup de lumière. Merci. Je sais pas s'il était là tout à l'heure ou si. Je pense. Ouais. Oula, la voix. Wow. La voix de l'homme qui ressort. Du coup, oui. Nouveau luminaire, c'est bien plus optimum. Voilà. À encore travailler un peu, je pense. Mais déjà, c'est surtout vachement mieux. Une des caméras qui a un mauvais objectif et on doit trouver un nouvel objectif. Si vous avez envie, on va lancer une cagnotte et vous mettez chacun de l'argent dessus. On achète des caméras. Mais en vrai, de vrai. Peut-être en réfléchir entre nous. C'est pas obligé de teaser ça sur un live comme ça, mec. Il y a plein de gens. Pardon. Désolé. Bon, du coup, la fibre de verre, c'est aussi quelque chose de très polluant. Et quand on est par exemple un pays de type Arabie Saoudite, où on a quand même plein de sable sur notre territoire, mais on a besoin de faire la fibre de verre avec un sable qui a des gaz avec sulfureux, lui et sulfureux, et du coup ce sable n'est pas trouvable dans nos puits de pétrole et les voisins, on s'entend pas trop avec eux, et ben on les fait venir de Suède. Voilà. Du coup le sable voyage encore comme les minéraux où Églantine pourra tout aussi bien vous en parler. Les minéraux très souvent partent du pays et reviennent. Ça fait le tour du monde. Oui, ça fait le tour du monde, ça fait même plusieurs tours du monde. Là aussi, alors toujours, les chiffres que je donne sont plus des ordres de grandeur pour se rendre compte, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts. Il y a des secrets de fabrication, il y a des secrets... C'est des chiffres à la baisse ou... Sans doute. Oui, c'est ça. C'est des chiffres qui ont été calculés par les ONG, par Greenpeace, par d'autres. Mais comme il y a des secrets de fabrication, des secrets industriels, c'est pas toujours évident d'avoir des vrais chiffres, mais on estime que pour fabriquer un smartphone, on a besoin d'éléments qui viennent de tellement d'endroits différents dans le monde et qui vont ensuite être réunis dans des usines en Asie du Sud-Est pour faire les pour faire les premières pièces et puis assembler, etc. Que en fait, un smartphone, avant d'arriver au magasin en Europe où vous allez l'acheter, il aura fait l'équivalent de 3 tours du monde. Voilà. De nouveau, c'est une estimation, mais ça rend quand même. Ça me fait mal au cœur ce chiffre, c'est un enfer. Voyage. Oui, et alors il faut imaginer, du coup, il a été transporté en avion, en bateau, en camion, tous des moyens de transport qui sont également polluants. Totalement. Sinon c'est pas marrant. Du coup, l'empreinte énergétique, l'empreinte carbone. Un bateau qui va déposer un câble de fibre optique dans l'océan, c'est dans les bateaux les plus polluants au monde. Avant les cargos, bien sûr, et avant les poseurs de plateformes pétrolières. Donc c'est dans les bateaux qui polluent le plus parce qu'eux doivent faire ils avancent petit à petit. Et donc eux, on le rappelle, ils ont fait 3 milliards de kilomètres pour nous poser tout ça au sol. Et vu que non, parce qu'il y en a aussi sur Terre, mais bon, voilà. Ces bateaux sont coûteux. Très souvent, les compagnies, quand elles ont un câble qui casse, parce que tous ces câbles ont une vie, elles ne les retirent pas de l'océan parce que c'est encore trop coûteux de refaire passer le bateau, de retirer le câble et de repartir. Et parce que oui, les câbles au bout d'un moment, donc très souvent il y a plein de câbles qui restent dans le fond des océans, et en fait la fibre de verre, une fois qu'elle se désagrège, c'est pas comme un morceau de verre qui lui
même s'il ne se décompose pas dans l'océan, va finir par se polir et ne blesser plus rien dans l'océan. Ici, on parle de filtre de verre, c'est un truc qui s'effiloche, qui envoie des petites particules de verre partout. Quand ça atterrit dans les branchies d'un poisson, le poisson meurt. Donc, c'est des câbles qui, une fois qu'ils sont ouverts dans l'océan, c'est une merde écologique possible, aussi. pour parler crûment. On y revient à chaque fois. Mais je pense qu'on va pouvoir y passer. L'empreinte écologique, même si on en a déjà beaucoup parlé. Maintenant, il y a des trucs à dire de fou, quoi. Oui, c'est une certitude. On est parti là-dessus ou d'abord les inégalités D'abord, je vais poser ma fameuse question à vous deux. Ouais, c'est vrai. Il me l'a gardé exprès. Parce que du coup, elle va pouvoir montrer, aborder directement les coûts économiques, sociaux et les problèmes de droits humains. À votre avis, quel est le pays avec la meilleure bande passante? Donc satellite et câblage compris. La meilleure bande passante. J'avais déjà testé, je pense, l'Islande, c'était pas ça. Non. J'avais testé... Les États-Unis, moi, je propose. Non, du tout. Les États-Unis, ils sont même moyens. Ah ouais. Ok. Ils sont mieux classés. Attends, mais est-ce que ce serait pas la Belgique? Non. Okay. La Belgique, elle est assez bien classée dans les pays européens. Ça doit être un petit pays, non? C'est un petit pays, effectivement. C'est un pays scandinave? Dans le top 3, on a un Scandinave. Oui, c'était le Danemark. Danemark est 3e. Je vais même vous donner le 2e pour directement parler, pour moi-même montrer qu'il y a aussi un problème politique. Le 3e, il est considéré que c'est Hong Kong. Même le si deuxième, le 2e, pardon, c'est Hong Kong. Même si c'est une ville qui appartient à la Chine, c'est toujours pour prouver qu'il y a cette rivalité entre Anglais, Chinois. Est-ce que j'avais pas proposé Singapour aussi? C'était pas ça. Non, ce n'est pas Singapour. Mais ça doit être un petit pays à la con comme ça. Les Suisses, ils sont bons, non? Les Suisses sont très très bons. Il y a moyen que c'est possible. Les Suisses sont avant le Danemark, donc ils sont 4e. Juste après le Danemark. Ok, donc Suisse, Danemark, Hong Kong. Et donc le premier n'est pas un pays scandinave. Non. On a Perrine qui nous dit en toute transparence, vous devez changer une batterie, sauf si vous voulez baisser l'empreinte carbone de cette émission. En effet. Il faut savoir qu'on a un appareil qui est sur prise électrique, qui n'est pas sur câble. Voilà. Alors on a Bennal dans le chat qui propose Lichtenburg. Ça c'est marrant. Un petit lien avec votre émission précédente, il me semble. Oui, c'est vrai, on a fait une émission là-dessus. Je sais pas si t'étais là, Benlal. En tout cas, je pense pas que t'aies envoyé de message dans le chat, ou alors il était trop omni. Voilà. Comment on Mais dit, du coup, vous ne savez pas quel est le premier pays? Oui, Mais non, écoute, donc attends, moi j'ai du coup, est-ce que c'est du côté des Émirats Arabes Unis? Non, alors. Ça aurait pu, genre Qatar, faut juste tout ça. Imaginez que la Suisse, le problème c'est qu'elle n'est pas dans l'Union européenne. Donc je suis un pays européen, je ne veux pas envoyer dans le nord mes câblages, mais je veux quand même un pays montagneux. Qu'est-ce que je prends? Ils font par satellite ou quoi les... Je sais pas, la France, il y a beaucoup de montagnes. En fait, la France, elle est très mal cotée en Europe. À cause de la campagne. Donc un pays montagneux en Europe. En Europe, oui. L'Autriche? Limitrophe à l'Autriche. Là, on va revoir ma géographie. J'ai très peur Tchécoslovaquie, de dire, non. Croatie, il y a aussi le Monténégro pas loin. C'est pas limitrophe. Allemagne non plus, mon cher Romain. Un pays limitrophe à l'Autriche. Ouais, tout le monde l'oublie. La Hongrie, tout petit. Oui. Le Liechtenstein. Oui, le Liechtenstein. Il était pas loin. Super, ils ont la meilleure bande passante, ils ont une ville. Non, mais en gros, le problème c'est que la Suisse du coup est un pays montagneux qui propose du coup de mettre des data centers, mais quand on est en Europe, mettre un data center ça coûte plus cher en Suisse. Par contre, le Liechtenstein c'est aussi montagneux que la Suisse, et là du coup c'est européen. Je te jure, quand tu dis Liechtenstein, j'entends l'Istanbul, c'est un enfer. Oui, c'est le Liechtenstein. Et du coup, quand on est un pays comme l'Italie ou dans le Nord, vu qu'il y a aussi un problème social en Italie, et que le Nord il veut une bonne connexion, et que leurs montagnes sont pas assez froides pour contenir un data center, ils le mettent au Liechtenstein. Même chose, l'Autriche, elle fait en partie sur son territoire, mais elle fait aussi au Liechtenstein. L'Allemagne aussi, parce que l'Allemagne, les montagnes ne sont pas aussi des masses froides. Et la France, à cause de ces campagnes et du fait que leur passé où ils ont très fort poussé l'agriculture et donc parfois négligé des problèmes économiques français, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste pour exprimer que du coup, la bande passante en France est assez mauvaise en campagne. Ouais. Mais ça aussi, c'est un problème. Mais d'ailleurs, j'ai des stats là-dessus. Je peux peut-être les dire maintenant, du coup. Est-ce que je les ai, ces stats-là? Merde, je les ai plus. Bref, en gros, c'était un truc comme... de nouveau, à prendre avec des grosses pincettes. Mais il y a presque un tiers des Français qui ont une qualité Internet faible, jugée faible.
Et en gros, ça pose des vrais problèmes d'accès à Internet. Et j'en parlais aussi, ça c'est surtout dans les campagnes forcément. Et j'en parlais aussi à une autre émission, je sais plus laquelle, je pense que c'était sur le Listembourg typiquement, sur la fracture numérique. D'ailleurs, c'était Drag qui m'avait donné l'idée. Oui. Enfin bref, la fracture numérique, mais c'est un tremplin pour la fracture numérique parce que quand il y a des zones où tu n'as pas accès à Internet, tout simplement, du coup, tu ne sais pas t'en servir. Oui. Et donc, ou à très faible dose, et donc ça renforce encore cette fracture numérique. Par le même exemple, dans le classement des pays, il y a le plus bas, celui qui a la plus faible bande passante, c'est la Guinée-Bissau en Afrique. Et il y a 2 pays on ne sait pas. Donc la RFC, la République fédérale du Congo, donc il y a 2 Congos. Le plus petit ne dit juste pas, ne déclare juste pas sa bande passante, donc on ne sait pas. Et au Kirghizistan, le problème c'est que dans les grandes villes, il n'y a réellement pas de bande passante. Alors, juste dans les grandes villes, il y en a. Dans les grandes villes, il y en a, mais en fait, c'est des particuliers qui, du coup, n'ont pas besoin de déclarer au point de vue de l'État. Parce qu'en fait, la bande passante reste quand même une affaire d'État. Hein. C'est dans les lois de la plupart des pays. Donc, les pays sont quand même chargés d'entretenir une bande passante. Chez eux, l'État n'a pas besoin de l'entretenir. Donc, c'est là où il y a dans les grandes villes de la bande passante. Tu peux poser tes questions quand tu veux, Drag. Voilà, je réponds. Mais du coup, dans les grandes villes, là où il y a de la bande passante, c'est seulement quelques entreprises privées. Et sinon, il n'y en a pas dans tout le pays. Donc, c'est un des seuls pays sans connexion de bande passante. Alors que le Congo, RFC, on ne sait pas. Mais du coup, il y a 2 pays. Alors, Drag nous dit, dans le cadre de mon travail, je dois proposer les bonnes pratiques du numérique à des usagers débutants. Je me retrouve partagé entre la simplicité d'utilisation et écologie. Avez-vous trouvé les meilleures façons de consommer le numérique ? Consommer le numérique. Alors, là, c'est le genre de questions au col. Alors, tu achètes un petit satellite, mais vraiment les petits modèles. Déjà là, c'est pas trop polluant. Non. Ouais. Mais non, mais en fait, il y a plusieurs choses. La meilleure façon de consommer le numérique, c'est de le consommer le moins possible, un peu, et de le consommer bien et j'ai envie de dire efficace un peu. Mais en fait, pour ça, il faut à la fois, je pense, s'y connaître beaucoup, ou en tout cas maîtriser quoi, maîtriser Internet, maîtriser tout ça, pour pouvoir faire une utilisation qui soit concise un petit peu et qui s'étale pas, quoi. Mais parce que moi, juste pour avoir une référence, en fait, pour avoir cherché, l'ADSL, c'est quelque chose qui en fait était réellement moins polluant que la fibre optique, mais elle est plus lente. La DSL est beaucoup plus lente, alors elle consomme un peu plus en énergie, mais vu qu'il n'y a pas tous les procédés de construction, de matériaux, vu qu'il n'y a pas des stocks, des backups à faire, il y a une mémoire, certes, mais c'est beaucoup plus centré sur la mémoire de ton ordinateur. Donc là, si tu as un mauvais ordi. Mais aujourd'hui, avec les ordis actuels, il y a quelqu'un qui a fait le test, je n'ai plus son nom, il faudra retrouver, mais plusieurs personnes ont fait le test. Avec un ordi actuel, si tu te mets en ADSL, alors tu n'auras pas une réponse. Quand quelqu'un envoie son message, tu as 15-20 secondes de latence. Ouais. C'est 15-20 secondes. Hein. C'est parce que nous on est habitué à la rapidité. Oui, c'est clair. Mais si vraiment tu fais, c'est ton moyen de communication, il est beaucoup moins polluant. Donc effectivement, la DSL est quelque chose de moins polluant. Après, on pousse vraiment beaucoup plus à notre ère du numérique à faire en fibre optique. Et du coup, la DSL disparaît. Mais il est encore fatalement du coup très présent en campagne française. Ouais. On retrouve beaucoup de DSL. Il y en a un petit peu en Belgique, mais je ne sais pas vraiment quelque chose à Alors dire, moi je propose justement, pour répondre à la question de Drag, de rebondir sur ce que Benoît avait mis dans le chat un tout petit peu plus tôt, avec la règle des 5 R, puisqu'en fait cette règle des 5 R, elle est issue du zéro déchet, de toute cette tendance à la sobriété, et elle est reprise dans tout ce qui est théorie autour de la sobriété numérique. Donc pour les rappeler, le premier R, c'est refuser. Et donc en fait, c'est notamment le fait de ne pas acheter d'équipements dont on n'a pas l'utilité, ou de ne pas acheter d'équipements qui sont trop perfectionnés par rapport à ce qu'on va en faire. Donc a-t-on vraiment besoin d'un smartphone connecté à la 5G si en fait dans le cadre de notre travail ou dans le cadre de nos activités on n'a pas besoin de cette rapidité qu'offre la 5G? C'est ne pas changer de téléphone hyper souvent. Et donc en fait tout ça c'est lié
fait d'acheter les supports, puisque de nouveau dans tous ces chiffres, on se rend compte que la pollution d'Internet est en fait à 80% liée à la production des supports. Ouais. Donc et surtout, en fait, quand on a des nouveaux supports, on est à jour en termes de technologie, et c'est des technologies genre la 5G, c'est des infrastructures énormes. Qui consomment plus. Qui consomment plus, voilà. Exactement. Donc en fait, être sur un truc un peu plus rétro, comme par exemple tu l'as dit avec la DSL, ou se contenter juste de réseau, d'un truc comme ça, bon, ça peut paraître un peu archaïque, hein, d'accord, mais en fait, mais l'archaïque, quand même. Enfin, moi, je regarde à penser. Pour ce que je fais maintenant, on me demande toujours d'avoir plusieurs réseaux sociaux. Mais moi, avec qu'un, personnellement. oui, moi, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Moi, j'ai Discord, J'en ai 2, pas plus. Voilà. le Messenger, c'est tout. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc Voilà. ça fait aussi partie de On a des se chaînes déconnectées. réduire ses usages ou réduire même au moment où vous utilisez Internet, réduire la résolution d'une vidéo, par exemple, parce que ça aussi, ça consomme énormément. Après, pour ça, il faut que le service, ça consomme énormément dans tout ce qui est usage, puisqu'on dit que 80% de l'empreinte écologique, c'est la production. Une fois qu'on est dans les usages, en fait, on a souvent parlé de trier sa boîte mail parce qu'un mail, ça prend... Par rapport à des likes, alors qu'en réalité, Ouais. c'est pas ce qui consomme le plus. Non, le like consomme énormément. J'ai pris l'exemple du like, c'est parce qu'il consomme beaucoup. Ouais. Mais je vais faire un Alors ça reste... un petit point de chat. Enfin, termine ta phrase. Voilà, termine ta phrase. ça reste minime par rapport à l'empreinte écologique des supports, Ouais. en réalité. Et donc l'effort, il est plutôt à faire à ce niveau-là, et il n'est pas forcément à faire qu'au niveau individuel, parce qu'il y a cette tendance aussi à culpabiliser les gens avec ces chiffres qui sont un peu anxiogènes. Hein. Et l'idée, c'est pas de dire que chacune, on a notre responsabilité. Alors bien sûr, on peut faire des efforts individuels, mais les efforts, ils doivent aussi être collectifs et ils doivent Ouais. être sociétaux. En fait, il y a une responsabilité des GAFAM ou d'autres entreprises Ouais. à ne pas créer des besoins ou à ne pas créer de nouvelles technologies si en fait on n'en a pas besoin. Ouais, justement, Perrine nous dit il faut choisir déjà des plateformes hors GAFAM. C'est une vraie solution, autant pour la sécurité de vos données que pour l'empreinte écologique également. Alors, Perrine nous dit à nouveau, quid de Google se dit neutre en empreinte carbone, point d'interrogation, avec un petit smiley. Quid, vous savez ce que c'est? En fait, Moi, je sais pas. Puis ça veut dire quoi? Quoi? Mais en fait, Google se déclare Ok. neutre en carbone pour un simple fait, parce qu'en fait, ils ont... sans doute des personnes dans le chat auront vu le film The Circle. Et ben, The Circle est inspiré vraiment du Big Apple, qui est une grosse pomme vue du ciel, qui est un gros data center qu'a fait dans les montagnes américaines Apple. Et en fait, ils ont depuis qu'ils ont inauguré ça, avec tous les câbles qui relient à travers tous les data centers, en fait, ils n'ont plus rien produit. Donc, ils sont neutres en carbone depuis ce moment-là. Donc, ça fait quelques années. Mais jusque-là, ils avaient produit. Et maintenant, ils en ont fait un truc tellement gros que il y a un peu d'entretien, mais en fait, ils ont fait des câbles qui tiennent. Ils vont lâcher un jour. Donc, ce jour-là, ils seront plus neutres en carbone parce qu'ils vont devoir trouver une alternative. Mais c'est des câbles qui tiennent, qui n'ont pas besoin d'entretien. Et ils ont un énorme data center qui lui... alors pour faire le neutre en carbone, ils ont maximisé, on a fait des éoliennes, des parcs de panneaux solaires, etc. Et du coup c'est dans ce sens-là où ils se disent neutre en carbone. Mais effectivement, avant ils ne l'étaient pas, ils ont dû produire. Et cette formule-là, elle est volontairement un peu ambiguë. En fait, ils compensent leur empreinte carbone. Ouais. Aussi, oui. Donc il y a cette idée ils ont entre guillemets racheté leur empreinte carbone en plantant des arbres ou ce genre d'initiative pour vraiment compenser. Donc il y a plein d'entreprises dans le cadre d'un certain greenwashing qui veulent se racheter une conscience, notamment au niveau écologique, qui vont se dire neutres en carbone, alors qu'en réalité ils consomment toujours autant. Ils n'ont pas changé leurs pratiques, mais ils compensent notamment en plantant des arbres. Alors, je continue avec les questions. Mais là, c'est fort écologique. Enfin, nous, on est passé sur l'aspect Ouais, social. je termine les questions du chat. Enfin, parce que là, ça s'éloigne un petit peu. Enfin, ça va dans tous les sens. C'est un chat, hein, voilà. Vas-y, je te laisse aller. Donc, il y a Drake qui nous dit comment je peux motiver des personnes éloignées du numérique en disant de ne pas s'en servir beaucoup. C'est pour réagir à ce que je disais tout à l'heure. Et on a Benlal qui lui répond, qui dit je pense que c'est pas à ces personnes-là qu'il faut demander un effort. Je suis plutôt d'accord. Puis il y a aussi... Mais en fait, déjà, moi c'est mon aspect vendeur qui ressort, mais quand tu dois proposer quelque chose à des gens qui sont déconnectés, il faut aussi cibler ton client.
C'est aussi voir pourquoi il pourrait quand même être intéressé au final, même s'il ne l'est pas du tout. Si c'est, admettons, un chercheur en histoire, c'est pour lui prouver qu'il pourrait avoir accès à tout. Et s'il fait juste de la recherche historique via Wikipédia, etc., et qu'il se limite à ça, son empreinte va vraiment être beaucoup plus faible. Et donc, du coup, ça pourrait être bénéfique en même temps pour lui, et en même temps, il aurait une empreinte faible sur les réseaux et au niveau écologique. Après, voilà, là, c'est mon âme d'asseur qui dit cibler pourquoi le client veut être intéressé. Il y a Perrine qui nous propose une autre solution. Il dit il y a Ecosia, mais Ecosia c'est Google. Alors je pensais aussi. Je pense. Ouais, je pensais aussi et j'ai revérifié du coup et c'est pas le cas. C'est pas Google mais est-ce qu'il n'utilise pas le navigateur de Google? Il y a pas un truc comme ça? Il y avait au point de départ effectivement, il y a cette confusion que moi j'avais aussi parce que le moteur de recherche, la force de la puissance de recherche d'Ecosia s'inspire de celle de Google. Mais quand j'avais refait la recherche, ils n'utilisent pas leur serveur, etc. Ecosia apparemment appartient à des Allemands, c'est une firme allemande. Et donc ce ne serait pas la puissance de Google derrière. Bonne nouvelle. Mais donc encore à recreuser, mais j'avais eu la question avec des jeunes. Et donc ça aussi, de recentrer nos données chez nous, ça peut permettre, et d'où ça répond aussi à le fait d'être hors GAFAM, parce qu'effectivement, si on utilise des logiciels européens ou des applications européennes, en général, les données sont du coup stockées en Europe, ce qui veut dire qu'elles font moins de trajets, que ça demande moins d'infrastructures. Donc ça peut effectivement être une réponse à la fois écologique, sociale et de protection des données qui ne sortent pas de l'Europe. Donc c'est une réponse à plein de problématiques en réalité, mais pour ça c'est vrai qu'il faut être conscient et consciente de tout ce qu'il y a derrière. Clairement. Oui. Il y a encore des questions? Non, il y a la seule question qui persiste, c'est la vraie question, c'est mais où est Bobby Lion? Ah, il y a Drake qui lui dit un truc, attends. J'entends, mais ma difficulté est de donner envie de se former dessus. En France, l'État veut numériser toute l'administration. Dans peu de temps, pour faire ses papiers, il faudra des connaissances sur Internet, etc. Il y a donc un besoin client de les former avec tous les efforts de bord, même si c'est mal fait. En fait, il y a un truc, je vais en parler un petit peu. Mais non, c'est pour parler, on va même faire une transition. Oui, c'est excellent, oui. Parce que le truc, je pense qu'on pense à la même chose, mais je suis pas sûr. Mais en gros, le truc, c'est que tout tend à se faire sur Internet et la place d'Internet va prendre de plus en plus. C'est de ça que tu voulais parler ? Oui, c'est ça. Et en fait, va prendre de plus en plus de place, quoi. Les politiques et autres, je vais reprendre le cas du gouvernement chinois, qui lui du coup a fait énormément dans les mines congolaises pour aller chercher du cobalt. Eux ont leur ion de cuivre, ils ont leur silicium, ils ont d'autres minéraux. Avec ça, ils ont la capacité du coup de monopoliser les batteries et tous les systèmes énergétiques pour les data centers. Ils ont d'autres composants qui sont pour les serveurs, etc. Et ils ont des liens un peu partout. Et donc eux, leur but, c'est à terme de pouvoir contrôler un maximum l'empreinte énergétique. Et ils ont bien compris que s'ils contrôlent l'empreinte énergétique, je fatigue aussi moi. L'empreinte, le monopole le monopole des réseaux. Et du coup, s'ils contrôlent de là où toute l'infrastructure se fait des réseaux, et ben ils ont aussi leur contrôle à eux. C'est le même cas qu'on peut voir dans les pays du Moyen-Orient, ou dans certains cas, je vais prendre le cas de l'Irak, où les Kurdes qui ont toujours voulu avoir une indépendance, c'est le nord de l'Irak, là où est le data center du pays. Ils ont pris le contrôle du data center parce que du coup, plus aucune connexion internet, au point où les Américains ont dû intervenir et ont dit ok, cette région-là de l'Irak appartient toujours à l'Irak, mais devient indépendante, parce que sinon ça allait vraiment commencer à... On est à un point où on a les groupes politiques, sociaux, etc. ont bien compris que c'est un enjeu d'avoir l'infrastructure des réseaux pour pouvoir contrôler le réseau. Parce que si maintenant, demain, je contrôle toute la longueur d'un câble de fibre optique et que je contrôle le centre, je coupe la connexion du câble, plus personne n'a accès à... Et c'est un vrai pouvoir, et c'est quelque chose qui va être de plus en plus pour ça que crucial, parce que tout va s'y faire. L'État français, lui, a toujours fait... Il faut trouver une forme de souveraineté à ça, quoi. L'État français, lui, a toujours, lui, au niveau technologique, a toujours eu sa souveraineté, surtout au niveau des réseaux. Et du coup, eux, ils contrôlent en gros. Et donc, s'ils poussent leur population, c'est ce qu'ils aimeraient, visiblement, pousser leur population à être sur l'ère du numérique. En gros, ils auraient une population qui serait entièrement dans le numérique, qui eux contrôlent. Donc, c'est une manière aussi, pas de contrôler la population, mais de prouver qu'eux ont une supériorité au niveau du numérique c'est quelque chose que tous les pays doivent penser. Et ça pose
plein de problèmes d'inégalité. Oui, c'est là que ça devient très compliqué, parce que ça devient un enjeu stratégique, géopolitique. Et on oublie le social à côté. Hein. Oui. Et en fait, clairement. les investissements sont différents selon tous les pays, parce qu'il y a des manques de moyens dans certains. Et surtout que il y en a d'autres qui ont la capacité d'acheter ailleurs, d'autres. Au Congo, Ah. les Chinois n'ont même pas besoin d'acheter en fait le cobalt. Ils ont juste dit, ok, vous avez un problème au niveau de l'infrastructure des voitures, les routes, elles sont mal chez vous. Eh ben, on vous construit une route de 50 km entre votre capitale et une autre grosse ville, et en échange, vous nous cédez plein de territoires où il y a du cobalt. C'est ce qu'ils ont fait. C'est en gros un échange. Oui, c'est ça, c'est un échange. Et eux, les routes, ils les construisent comme ils veulent. Hein. Les Chinois, ils ont de bons architectes pour ça. Et ça s'est vu à maintes fois par le passé. Donc, ils ont construit des routes pour les Congolais. Et en parlant de l'Afrique, parce que l'Afrique, du coup, eux n'ont pas de bonne connexion en général, sauf un pays qui a une connexion dite moyenne, qui se rapproche même de la France, le Rwanda, dont je t'ai parlé. Parce qu'en fait, eux, historiquement, les compagnies belges qui, elles, géraient l'électricité, qui aujourd'hui, des compagnies qui vont gérer tout ce qui est connexion Internet, avaient très fort misé sur les technologies électriques au Rwanda durant la colonisation, parce que le Rwanda était une colonie belge. Et c'est resté dans leur politique une fois l'indépendance qu'il faut miser sur tout ce qui est électrique. Et du coup, en gros, l'électrique de l'Internet est devenu du coup la fibre optique. Et c'est resté quelque chose de très présent au Rwanda. Et donc, c'est un des seuls pays d'Afrique où il y a une connexion moyenne dans le Rwanda. Et c'est un des seuls pays qui du coup a le retour de ce qu'il importe niveau métaux rares et métaux précieux. Oui, c'est ça, parce que le Congo, il voit jamais son n'en cobalt voit jamais. revenir, quoi. Non, enfin, si, il le voit revenir, mais en tas de déchets. Voilà, on en parlait juste avant l'émission. Effectivement, si on fait tout le cycle de vie, là, on a beaucoup parlé de la production, de la fabrication des supports, et des data centers, et des câbles, on a parlé des usages. Et en fait, en fin de vie, c'est le recyclage pose aussi toute une série de questions à la fois écologiques et humains, puisque malheureusement... C'est très compliqué pour le moment. En fait, ces métaux sont présents dans des quantités tellement infimes qu'il est très difficile de les séparer du reste. Effectivement. Et en fait, il y a... C'est même quasiment plus polluant pour le moment de les séparer que d'aller en chercher ailleurs. En Belgique, on a une des entreprises de recyclage les plus pointues au monde qui arrive à séparer un maximum de métaux, mais on n'est pas du tout sur la totalité de ceux qui composent le smartphone. C'est eux qui recyclent les panneaux solaires, qui est une crasse à recycler aussi. Hein. Pour les satellites, les panneaux solaires, c'est une crasse. Il faut quand même que les smartphones arrivent jusque de la filière de recyclage. Or, je ne sais pas vous, mais la plupart de nos vieux smartphones traînent en fait dans des tiroirs. Moi, je les reprends, je les utilise. S'ils peuvent être reconditionnés, c'est super, mais malheureusement, c'est pas le cas de l'ensemble des téléphones. Et alors, s'ils sont pas dans les filières de recyclage, ils terminent effectivement souvent dans des immenses décharges à ciel ouvert, notamment en Afrique, en Afrique centrale. Notamment, et donc on a ces minéraux qui ont été c'est très ironique, hein. Et qui reviennent à ciel ouvert avec tous des problèmes des personnes qui sont dans ces décharges et qui essayent de récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer et du coup qui font notamment des feux pour séparer les différents composants, mais c'est des fumées hyper toxiques, toxiques pour l'environnement, mais toxiques pour l'être humain, pour la santé, pour les animaux, enfin pour tout, quoi. C'est tout un problème aussi à ce niveau-là, donc c'est vraiment très très complexe. Maintenant, pour répondre un peu à ce que Drake disait dans le chat, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur tout ce qui est numérisation de la société et les données, on va continuer à augmenter la quantité de données de manière exponentielle, surtout si toute une série de pays qui sont pour le moment moins connectés que l'Occident, qui font la course un peu pour rejoindre l'Occident, même si nous on réduit nos usages, ces pays-là vont largement compenser l'arrivée de ces pays-là dans l'Internet et le numérique, ça va largement compenser. Donc il va falloir trouver des solutions pour que la fabrication soit moins polluante, les usages soient moins polluants, parce qu'on réduira pas drastiquement la quantité de données. Un truc qu'on avait évoqué à la toute première émission pour ceux qui étaient là, c'était le fait que, par exemple pour Facebook, dans les modérations, il y a des gens qui reçoivent en première ligne toutes les vidéos et upload sur Facebook. Il y a des vidéos de meurtres, etc. Ces gens sont très souvent en Indonésie, Thaïlande, etc. C'est des modérateurs, quoi. Des modérateurs qui voient des trucs horribles. Et du coup, il faut une énorme bande passante et du coup un câblage de fibres à fond. Et du coup, quand on regarde aussi au point de vue du sous-continent indonésien, donc du côté de l'Indonésie, tous les pays sont en rouge, donc
connexion assez basse, sauf la Thaïlande, qui a une connexion à nouveau moyenne, parce que eux, du coup, ont tous ces modérateurs qui vivent là-bas, à un point que quand on est au Cambodge et qu'on est youtubeur, des trucs un peu survivor, je vis dans la nature et tout, je construis une cabane, et ben ils vont en Thaïlande, ils uploadent leurs vidéos et ils repartent. Et du coup, ça crée de la migration pour upload une vidéo. Non. Si. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, dès qu'on parle d'un sujet, en fait, on aborde plein d'autres sujets, parce qu'ici, on est aussi très vaste. sur la modération. Mais tu nous l'as dit juste avant, mais c'est super vaste. On dit non, t'inquiète, on gère, on a un truc concis. En fait, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et là, c'est à cause de vous, chat. Voilà. Ce que Drag dit dans le chat et la question qu'il pose, c'est plus une question qui concerne à la fois la fracture. Mais la fracture numérique, c'est un truc qu'il faudrait en faire une émission. Mais en fait, il y a 3 niveaux de fracture numérique. Il y a l'accessibilité au support. Il y a des gens qui n'ont pas accès au support. Et ça, c'est ce qui touche surtout des pays qu'on dit en voie de développement, etc. Ou des personnes socio-économiquement défavorisées, ou des zones plus reculées. Après, il y a le fait d'avoir cette fracture numérique parce qu'on ne sait pas utiliser les outils. Donc on a un ordinateur, on a un smartphone, mais en fait ou en ayant un usage qui est très limité, genre envoyer un message via Messenger, point. Voilà. La 3e fracture, celle qui peut tous et toutes nous toucher ici, on est sans doute un peu plus connectés, on sait utiliser, on a accès, on a un téléphone, on sait l'utiliser, mais on ne comprend pas forcément exactement comment ça fonctionne et tous les enjeux qui sont derrière. Et ça, c'est une forme de fracture numérique aussi. Ok, donc c'est tout ce qui est ne pas trop avoir conscience des impacts, enfin ce qu'on est en train de faire ici. Alors, notamment des impacts environnementaux ou humains, mais aussi de la façon dont fonctionnent les algorithmes, de comment notre usage est influencé par ces algorithmes ou du rôle des modérateurs. C'est tous ces éléments-là, tout ce qu'on essaye d'un petit peu décoder ici. Ici dans votre émission et puis en éducation média de manière générale. Et en fait, ça pose très vite des questions sociétales de quelle société on veut pour demain. Parce que donc, le numérique, il fait partie de nos vies et c'est la question que Drag pose, c'est une question qu'on va devoir se poser en société, ensemble, de quelle place on veut laisser au numérique dans nos vies et donc de quelle place on laisse aux gens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas les moyens d'être connectés, notamment au niveau de l'administration. Est-ce qu'on va leur laisser une possibilité de Est-ce que même il y a des alternatives possibles, quoi, parce qu'on se demande où ça va s'arrêter. On entend tous les jours des nouvelles choses, des nouvelles progressions, de nouvelles avancées là-dedans. On a l'impression que ça va juste jamais s'arrêter. C'est des sujets qui doivent se discuter entre nous, mais aussi au niveau des parlements, au niveau des c'est un truc qui est encore trop peu fait, malheureusement. Parce qu'on a une fuite en avant, parce qu'on fait parce qu'on peut. La 5G, c'est vraiment symptomatique de ça. Regardez, on est vraiment... ce qui nous permet d'avoir une bande passante et surtout du coup une fibre qui est au top, c'est parce qu'en fait on est tiré par les Pays-Bas qui sont à côté de nous et un peu l'Allemagne, et du coup c'est des pays qui vont tirer notre fibre vu qu'on est des pays limitrophes petits. Ça va nous permettre d'avoir une bonne connexion. Du coup la question ne se pose pas trop chez nous, ça se pose chez eux, la question de comment faire au niveau politique, mais chez nous du coup ça se pose moins parce que c'est les voisins qui nous aident à être aussi bien, donc c'est une question qui se pose moins. Après la question se pose aussi dans notre pays à certaines échelles. De toute façon il faut se la poser partout. Il va falloir finir par se la poser partout, donc... Mais c'est un peu vu comme une espèce d'évidence en fait Internet on le prend un peu comme un droit. J'ai envie de me dire, j'ai le droit, je peux, donc j'y vais, je fonce, c'est gratuit en plus, ça il faut qu'on parle des algorithmes. Moi j'adore c'est un sujet qui me passionne. On va pas revenir là-dedans, sinon on est là jusque minuit, voilà. Mais les algorithmes, je trouve que c'est un sujet qui est fabuleux, mais rien n'est gratuit forcément. Et puis il y a une forme de tellement c'est tellement facile d'accès que. Oui. Après le sujet vaste, on se dit qu'on a le droit alors faire une deuxième émission. Ça ne tombe pas du ciel malheureusement, quoi. Pour aller plus loin. Ouais, clairement. Il y a énormément de choses à dire, mais effectivement, il y a cette idée un peu de fuite en avant depuis les premières révolutions industrielles, quoi, d'essayer technologiquement toujours de s'améliorer, toujours de créer des choses qui sont, en fait, du coup, par essence, plus énergivores, qui détruisent souvent un peu plus les milieux, qui vont avoir des conséquences au niveau humain.
humain. Et voilà, cette idée on a toujours fait comme ça, on a toujours amélioré la technologie, nos techniques, nos moyens. Donc pourquoi s'arrêter maintenant ? En fait, il est peut-être temps de se poser la question. Ouais, est-ce qu'on continue comme ça, sachant que voilà. Et d'au moins de se dire que chaque nouvelle avancée a un coût et que bon, si on veut pouvoir y avoir accès, il va falloir se poser les bonnes questions, être au moins au courant de ça. Et donc, oui, il faut réduire cette troisième fracture numérique dont tu nous parlais. C'est absolument crucial aussi pour que tout le monde sache de quoi on parle, déjà. Ouais. Parce que c'est le cas de peu de personnes. À qui Enfin, moi, en fait, je m'en doutais, mais ça m'est jamais arrivé de me dire un like, ça pollue, c'est quoi ? Un like, ça pollue. Enfin, c'est n'importe quoi. En même temps, on se dit, c'est un petit cœur rouge. Qu'est-ce que ça me fait ? Et en même temps, si, c'est comme ça. Mais c'est pas un truc qui tombe sous le sens. Et en fait, il y a beaucoup de choses liées à Internet qui ne tombent pas sous le sens, alors que c'est des trucs qui sont primordiaux à savoir. Un algorithme, comment ça marche, c'est absolument primordial. Si la place d'Internet demain, c'est... Effectivement, si on veut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, il faut comprendre comment ça marche. Donc ça va passer en fait par l'éducation, de manière générale, et par des débats de société, et par le fait de vulgariser tout ça. Et c'est la responsabilité des médias comme Twitch avec vous, mais aussi des médias un peu plus traditionnels, radio, télé, presse écrite, parce qu'effectivement, il faut d'abord expliquer aux gens ce que c'est avant qu'ils puissent prendre une décision. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit s'arrêter, que Internet c'est mal et qu'il faut pas y être, pas du tout. Ça veut juste dire qu'une fois qu'on a les informations en main, alors on choisit. Voilà, c'est ça. Oui. Mais bon, tout ça c'est toujours... C'est très long. Ah oui, bien sûr. Enfin bon, voilà. C'est le processus démocratique, hein. Ouais, c'est ça, clairement. Mais enfin voilà, et puis je vais juste l'aborder très rapidement parce que dans le chat, il l'avait cité tout à l'heure plus haut. Il y a effectivement, surtout en RDC, c'est surtout des enfants qui exploitent les minerais, parce que la Chine... Là, on revient sur les inégalités, du coup. Du coup, oui, je refais un bond sur les inégalités. La Chine, elle... du coup, envoie ses propres ouvriers parce que du coup, elle peut mieux les maintenir. Et elle dit juste, en fait, elle soudoie les politiciens, c'est de la corruption. Ils sont corrompus, les politiciens congolais, et du coup, ils ne peuvent pas faire intervenir leurs propres ouvriers. Et donc, dans certaines mines clandestines ou des mines officielles, on emploie quand même des enfants ou des ouvriers très peu qualifiés parce que eux, du coup, vu que c'est... Oula, je ne m'entends plus. Moi non plus. Voilà, c'est bon. Ouais, non une erreur, régie. Ok. Mais du coup, ces mines prennent souvent des gens qui sont peu qualifiés et des enfants parce que du coup les politiciens sont corrompus, ont amassé une fortune via la corruption, et eux, ils n'ont pas réinvesti cet argent dans l'éducation, etc. Donc ces enfants ont peu d'éducation, et qu'est-ce qu'on fait ? On les envoie au travail le plus rapidement pour qu'ils rapportent des sous. Parce qu'il n'y a pas d'autres choix non plus. Il n'y a pas d'autres choix non plus. Bon. Et donc là, ça crée aussi de la fracture sociale parce que certains, du coup, s'en mettent plein les poches en laissant venir dans leur propre pays. C'est pratiquement du néocolonialisme pour les mines au Congo de cobalt. On en revient souvent de ce néocolonialisme, j'ai l'impression. Voilà. J'ai Benlal aussi qui nous dit « Une carte blanche signée par 200 assos bruxelloises vient d'être publiée dans la Libre contre le projet de numérisation massive des services administratifs de Bruxelles. Est-ce qu'il peut balancer le lien » il demande. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Voilà. Et vas-y, balance le lien. Et mais c'est intéressant ça. Oui, très. Oui, mais... Hop, attends, c'est des petits points là. Oui, à mon avis, il est... ou alors il n'y a peut-être pas d'autorisation de balancer des liens. Je pense que ça doit être ça. Sur le chat. Je ne sais pas si Vivi est toujours là. Ouais, enfin bref, on communiquera à nos... On communiquera. Ouais. Voilà, de toute façon, on est 4 en gère ici, c'est bon. Très bien. Mais moi, je pense avoir tout cité, en fait, là. Ouais, moi j'avais une stat que tu m'avais donnée hier, que j'aimais bien. Pour montrer un petit peu l'ampleur à quel point le numérique, c'est l'avenir pour... c'est l'avenir niveau économique et niveau politique, etc. Oui. C'est les 100 personnes les plus riches du monde, ils ont tous des actions, des biens dans la fibre de verre, dans les data centers, dans les infrastructures du numérique. C'est primordial pour une multinationale. Oui. Parce que c'est absolument là que tout se passe. Et on voit les GAFAM, les 5 plus grandes entreprises du monde, c'est tous sur Internet, liés de très près. Très bien. Et ils ont tous, enfin bref. Voilà, bien, écoutez, c'est tout ce que... Je pense qu'on va finir là-dessus. Pourquoi on n'a plus de micro ? C'est bon.
Juste, oui, aussi, en fait... Romain, ça va, on a le temps, calme. Oui, hein, voilà. Le Covid a aussi beaucoup renforcé cette dépendance à Internet. Bien sûr. Parce qu'on était tous dessus et encore, ça a encore renforcé ces inégalités parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas accès et donc qui ont pu rien faire pendant le Covid, alors qu'il y en a qui lançaient des petits trucs en ligne, qui au moins essayaient d'avoir une vie sociale. Enfin bref, on est tous devenus encore plus dépendants à Internet pendant la période du Covid. Et ouais, ça a posé beaucoup de questions aussi sur les souverainetés des États, sur les dépendances liées à la mondialisation. Et donc c'est tout. Voilà, c'est pour ça que tout est dans tout. Hein. Dès qu'on parle d'un sujet, on peut en aborder plein d'autres. Mais l'idée, c'est pas forcément de pointer des coupables du doigt ou de vous mettre dans une super mauvaise humeur pour le reste de votre soirée en disant mon Dieu, c'est la cata, on va jamais y arriver, on fonce droit dans le mur. Mais c'est toujours dans cette idée d'avoir conscience que ça existe et de voir du coup comment on peut prendre les bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif. Ouais. D'en discuter et de voir. C'est la première étape finalement. Ouais. C'est la première étape. C'est nécessaire de le faire. Désolé si on vous a plombé votre morale. Oui. Voilà, il fallait. Il fallait. Désolé. C'est pas nous. Voilà. Hein, non, bah non. Enfin voilà. Je pense qu'on oui, a clôturé. Et je pense que merci. Romain et moi aussi, j'ai quelque chose après du coup. Ouais, il va falloir à mon avis. Allez tout doucement vers la fin. Du Allez, coup, Je vous avoue que moi, de toute façon, c'est trop tard. J'ai loupé mon train. Du coup, voilà. Bref. on va quand même remercier, comme d'habitude, Action Média Jeune qui nous prête les locaux, qui est Le à la matos, base de ce etc. projet. Adrienne, ta collègue, qui est la grande patronne. Voilà. Adrienne qui nous écoutait dans la voiture directement. Oui. Oh waouh. Et la grande patronne. Et on oublie toujours de le citer, on nous a engueulé. Oui. La Fédération Wallonie-Bruxelles. Non, Ça Roberto d'abord. Voilà. Roberto. Qui est aussi un des boss de Un notre des émission. boss. Et on le Plus remercie. absent, mais un boss. Voilà. Un boss. Là, Et la Fédération Wallonie-Bruxelles c'est- pour avoir financé un petit peu ce projet, Oui, nous aider à toujours, chercher du matos, etc. remercier l'association IATA d'où on vient en fait. Hein. L'association clairement. Non, l'association. L'école, pardon. Oh là. L'école IATA qui C'est nous prête vraiment du la fin- matériel de la temps fin en de temps. vendredi, hein. Ah là, c'est vendredi soir, les gars. On n'a pas du matériel de l'IATA aujourd'hui, mais de temps en temps, ils nous prêtent du matériel. Du coup, on les remercie quand même On a pu beaucoup. participer à cette émission grâce à Grâce cette- à eux, ouais, Voilà. aussi. Également. faut le dire. Et donc voilà. On est tous là grâce à et, l'IATA aussi. et je voulais citer parce que j'ai mis la broche, c'était aujourd'hui une journée du SIDAction. Ouais. Donc voilà. Voilà. C'est ça. Petit, Voilà, je voulais rien passer de plus à celle-là. Sensibilisation, Ouais, on va dire. Sensibilisation. Protégez-vous. Protégez-vous Écoute, contre le sida. Merci à tous d'avoir suivi encore ce live. Vous avez été très actifs dans le chat une fois de plus. Ça fait plaisir. Des questions très pertinentes. Franchement, c'est top quand vous. C'est pas Pedro. Pedro n'est pas là. C'est Ça top. fait déjà 3 émissions qu'il est pas là. Oui. Oui. C'est Romain. C'est Romain. C'est Romain. C'est top quand vous Oui, participez c'est vraiment comme chouette. ça. Vous êtes une commune géniale. Ouais, Merci vraiment à une vous commune aussi très qui êtes sur plateau directement. Oh là là, Oui, mais merci à toi de faire notre magnifique régie. Merci beaucoup. Voilà, donc D'apprendre sur le tas. C'est le moment congratulations collectives. Oui, c'est ça. Oh bravo. Enfin, Et soit. merci à tous. Et merci à toi tous d'être d'avoir- venu. Avec plaisir. J'ai Voilà. passé une bonne Voilà. émission. Bah, tu Mais- reviens quand tu Très veux. bien, oui. Dès que t'as un petit sujet d'expertise ou même pas, enfin dès que t'as envie. Super. Allez. T'inventes un sujet. On est 12 sur le Avec plateau. grand plaisir. Cool. Et, Bah, écoute, eh bien, passe un bon week-end charteux, passez Mais un bon week-end à tous. Passez un week-end sur le chat et on se revoit vendredi prochain. on Des essaie de gros faire une bisous émission. à tous. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Allez. Oh là là. Oh waouh. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bisous à tous. soirée. Au revoir.